Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Bienvenue dans ce Business Club de France, spécial Salon des entrepreneurs à Paris. Nous sommes ici au cœur de ce salon sur le plateau de télévision. Merci de votre accueil, notamment merci au quotidien Les Échos qui nous accueille. Alors qui a dit que les Français n'aimaient pas les entrepreneurs, même s'il y a encore quelques difficultés à se comprendre, même si la situation s'est quand même réellement améliorée. Et le fossé entre les pouvoirs publics et le monde de l'entreprise s'est amélioré, il faut quand même le dire. Il est un peu plus compliqué entre le monde éducatif et le monde de l'entreprise. On va le voir dans un instant également. En tout cas, lorsqu'on regarde ce sondage qui a été fait pour ce salon, les Français et les entrepreneurs, sondage Serre France Novantia, 78% des Français comptent sur les TPE-PME pour redresser l'économie. 15 millions de Français aimeraient créer ou reprendre un jour une entreprise. 2,4 millions ont déjà même un projet précis à mettre en œuvre d'ici 2 ans. 80% des Français estiment que les mouvements de contestation des entrepreneurs français ont été justifiés en 2012. 81% des Français pensent que le système éducatif, j'en parlais, n'est pas assez adapté pour former les entrepreneurs de demain. Là, je pense qu'il y a un vrai problème de compréhension entre ces deux mondes-là. En tout cas, il y a de quoi un peu retrouver le sourire. Et je me tourne vers nos 4 chefs d'entreprise qui sont sur notre plateau aujourd'hui pour cette émission spéciale. Et je vais commencer avec vous, Aurore Beunier. Bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être avec nous, cofondatrice de MyFeelback. Qu'est-ce que c'est MyFeelback ? Alors MyFeelback, c'est un logiciel SaaS qui permet aux entreprises de poser la bonne question au bon moment et à la bonne personne. En gros, l'idée est venue du besoin des entreprises d'enrichir leur base client et surtout leur connaissance client, et notamment avec des informations à forte valeur commerciale, c'est-à-dire connaître les besoins des clients, connaître les attentes, ou des choses un peu plus spécifiques, par exemple combien d'enfants a une femme et quel âge ont-ils. Et ça, grâce à une technologie de ciblage de questionnaires, on permet aux entreprises d'être autonomes dans la collecte d'informations clients en temps réel. C'est-à-dire que de manière très très souple et très agile, si j'ose dire, vous êtes capable de produire des études de satisfaction sur un panel défini. Vous êtes capable presque de faire des sondages aussi. C'est ça, donc il y a plusieurs applications de MyFeedback. Ça va être des questionnaires d'enrichissement de base, ça va être également des sondages ou même de l'acquisition de leads, comme on le fait pour des grands groupes immobiliers aujourd'hui. Ouais. En tout cas, le démarrage est fulgurant. Déjà 60 grands comptes parmi vos clients. Vous êtes basé à Toulouse, je ne l'ai pas dit. C'est pour ça que la CCI Midi-Pyrénées et CCI Toulouse vous suivent parmi vos clients. Mais il n'y a pas que. Il y a Orange, le CNRS, etc. Ce qui est quand même assez remarquable pour cette entreprise. Vous êtes 7 aujourd'hui. C'est ça. Vous allez nous dire dans un instant quels sont vos projets parce que je pense que les choses vont aller assez vite. On va parler aussi durant cette émission de l'actualité. On parle souvent du pacte de responsabilité pour les entreprises. Est-ce qu'il fait bon de créer dans ce pays ? Visiblement, les Français sont plus en accord avec les entrepreneurs. On vient de le voir à travers ce sondage. Et tiens, justement, en parlant de ce pacte de compétitivité, Antoine Châtelain, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur de quelenergie.fr. On va en parler dans un instant. D'abord, je voudrais un petit mot, parce que ça fait partie du cœur de l'actualité. Et ici, au salon des entrepreneurs, on doit en parler de ce pacte de responsabilité. Vous dites, vous nous avez écrit, je le lis pour nos auditeurs, vous dites la première fois que mon expert comptable m'a expliqué qu'en France, le coût total d'un salaire est 2 fois le salaire net. J'ai cru une blague. Et vous décrivez plus précisément, et ça c'est intéressant, les Français, sur leur fiche de salaire, lorsque le salaire représente 100 en brut, ils toucheront que 78. Et les 22 de différence partent effectivement à alimenter les différentes cotisations salariales. Voilà, c'est ça. Mais là-dessus, l'entreprise rajoute entre 45 et 50 en plus. Ce qui fait que si on ajoute les taxes et tout ça qui va dans les caisses de l'URSSAF, Pôle emploi, etc., eh bien, au final, les services de l'État encaisseront autant que le salarié lui-même. Quand on l'explique comme ça, on se dit effectivement, c'est pas demain que les charges vont baisser. On se dit, en tout cas, la France a un modèle où on a beaucoup de services publics, un modèle social très fourni. Et ça, c'est même en tant que citoyen, moi, je trouve que c'est bien. Simplement, ces chiffres nous font prendre conscience que ça coûte très cher. Voilà, l'État encaisse quasiment autant tous les mois que le salarié lui-même. C'est une façon de dire que le coût du travail, c'est pas juste un sujet pour les patrons. Ça devient très vite un sujet pour les petits patrons, même de petites entreprises, 10 salariés, 20 salariés. Et puis, c'est un sujet pour tous les gens qui sont aujourd'hui sur le marché de l'emploi, puisque, évidemment, notre capacité chez quelenergie à embaucher des nouvelles personnes, elle dépend de nos marges. Et si on avait la chance, comme le gouvernement l'a annoncé, d'avoir une baisse de charges, eh ben, on aurait la capacité à embaucher plus vite. Donc, je crois que c'est bien pour tout le monde. Très honnêtement, vous y croyez ?
Honnêtement, j'y crois parce que déjà, j'en ai marre d'être pessimiste systématiquement. Si j'ai créé une entreprise, c'est plutôt quelqu'un d'optimiste. Et je trouve qu'il y a eu... Alors, on peut débattre ensuite sur la façon de faire, le calendrier, etc. Mais il y a quand même eu un vrai changement de discours depuis les vœux de 2014, avec vraiment l'idée que le sursaut économique passera par les entreprises, il passera par la création d'emplois dans les PME, les TPE. Mais ça, tout le monde en est conscient. Ça, c'était pas exactement ce que j'entendais 2 ans auparavant. C'est vrai, ça a changé. Voilà. D'accord. Donc je trouve ça très positif. Et ensuite, il y a des objectifs chiffrés. Il y a donc cette suppression des cotisations familiales. Et pour une entreprise comme Quelle Énergie, qui va bientôt passer le seuil des 50, on estime que c'est quelques emplois supplémentaires, peut-être 3, 4, qu'on pourra créer en plus grâce à cette baisse de charge. Et moi, je trouve ça très bien. Donc je n'ai pas peur de le dire. Vous savez que c'est pénible, hein, le cap des 50. Hein. Alors ça, c'est un autre sujet. Le seuil, l'autre volet du pacte de responsabilité, que nous, on attend effectivement de voir se concrétiser, parce que créer une entreprise, honnêtement, c'est assez simple. Il faut vraiment le dire à tous les gens qui sont au Salon des entrepreneurs. Les démarches ont été facilitées, vous allez à la chambre de commerce, c'est facile. Simplement, il y a des contraintes. Ils pensent que c'est encore compliqué. Voilà, mais il faut leur dire que créer, franchement, c'est facile. Il y a le statut d'auto-entrepreneur en plus qui est encore plus simple. Après, il y a un certain nombre de contraintes qui se libèrent au fur et à mesure. Et donc, c'est ça qui est un petit peu difficile à piloter pour une société de croissance, c'est que chaque année, on passe des seuils sans s'en rendre compte, donc on a des taxes en plus qui arrivent. Et à 50, on s'en prend 3-4 supplémentaires. Ouais. Le sujet n'est pas tant le montant des taxes, c'est vraiment la lisibilité, la simplicité. Donc s'il y avait dans ce pacte de responsabilité une réelle simplification de toutes les charges, toutes les démarches, franchement ça nous aiderait, et ça aiderait ma responsable administrative et financière qui a beaucoup de boulot. Et voilà, ça nous simplifierait la vie. Si je comprends bien, créer en France c'est facile, gérer c'est plus compliqué. Et disons qu'il y a des choses qui pourraient être simplifiées, je pense. Ouais. On va parler de l'entreprise tout à l'heure et vous me direz, parce que visiblement vous voulez embaucher cette année à quellenergie.fr. Je voudrais saluer nos autres invités. Je vais essayer de bien prononcer votre nom, Yoram Moyal. Bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être là. De Buzzcard. Qu'est-ce que c'est ? On va peut-être le rappeler. Ce sont des cartes de visite actualisables. C'est quoi le concept ? En réalité, on se trompe depuis le début quand on fait porter le message sur la carte de visite. Oui. En réalité, c'est un service qui transforme les cartes de visite. Plutôt que vous envoyer mes coordonnées de manière figée, je vous les envoie de manière vivante. Je vous les envoie, c'est moi qui vous les envoie. Et si je fais une mise à jour, vous recevez la mise à jour. Soit de coordonnées, soit de liens, soit d'actualité. La manière dont ça se définit dans la vraie vie, c'est des cartes papier ou une carte qu'on appelle ultime, qui est une carte en plastique, qui serait la carte qu'on ne donne jamais. Quand vous êtes à court de cartes papier, plutôt que de dire « désolé, j'ai pas de carte », vous dégainez de votre portefeuille cette fameuse carte ultime, qui peut être très très sobre. Comme ça, on est filmé aujourd'hui, donc c'est comme une carte de crédit. Ça ressemble à ça, quoi. Voilà, une carte de crédit où il pourrait y avoir que votre nom. D'ailleurs, on peut l'offrir, et même sur le salon, il est question que tout le monde reparte avec une carte ultime. Enfin, pas tout le monde, mais quelques centaines de personnes. Et l'idée, c'est que ce soit votre carte de visite à vie, votre carte de secours. Alors oui, il y a un QR code derrière, mais on se fiche pas mal que les personnes en face sachent scanner ou pas. Dans ce pays, personne ne scanne, et c'est tant mieux. C'est un prétexte que je vous donne une carte papier ou que je vous montre ma carte ultime. C'est un prétexte pour vous dire, vous pouvez scanner. Ah bah si vous savez pas, bougez pas, je le fais pour vous. Mais Yoram, moi je connais le principe. Mais juste pour nos auditeurs qui... bon d'accord, mais sur cette carte, il y a uniquement mon prénom et mon nom. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre. D'apparence comme ça. On peut offrir ce genre de carte. Un événement ou une association pourrait très bien dire, eh bien pour tous les anciens de mon école ou tous les anciens, tous les adhérents à mon association, je leur fais une carte ultime avec la marque de l'association et le nom. Je n'ai pas besoin de savoir quelle est votre charte graphique, je vous l'offre personnellement. Donc c'est une carte bleue, rouge, verte, avec un logo. Il y a juste votre nom. Le code qui se trouve derrière renvoie vers le pendant web de votre carte papier. Une carte numérique, confidentielle, sur laquelle vous renseignez ce que vous voulez et que vous mettez à jour en permanence. Donc à partir de ce code-là, je le scanne au moins une fois, ce qui me permet d'enregistrer vos coordonnées dans mon téléphone et je les ai en permanence. Et si sont réactualisées quand je décide. Si ce n'est que même ça, on s'est trompé dans la manière d'en parler. Il ne s'agit pas de laisser la personne en face scanner parce qu'il y a très peu de gens qui scannent. Ouais. C'est moi qui prends la main. Je vous dis poliment, je manque dans le traditionnel en vous disant scannez si vous souhaitez récupérer mes coordonnées. Et en fait, il y a très peu de chances qu'elle le fasse, donc je le fais pour elle. Sur mon téléphone à moi. Et je vous dis, attendez, bougez pas, je vais le faire pour vous. Donc c'est encore plus simple qu'envoyer son contact depuis son carnet d'adresse de son téléphone, si ce n'est que c'est vivant. Si je fais une mise à jour, j'ai changé de coordonnées, j'ai changé de métier, j'ai changé de boîte,
toutes les personnes que j'ai rencontrées jusque-là sont informées instantanément par mail de la mise à jour. Ce qui est intéressant, c'est qu'il invente la carte réactualisable, mais qui crée le contact aussi. C'est pas, je vous donne pas une carte comme ça, on parle ensemble. Exactement. Et on échange quelque chose au-delà même du contact. C'est ça qui est. C'est ce qu'on appelle un icebreaker pour briser la glace. Les 2 premières minutes, c'est intéressant. C'est quand même incroyable. On va parler dans un instant de Buzzcard, de ses projets. C'est une TPE aujourd'hui, mais qui grimpe. Et on va parler aussi de l'audace dont vous faites preuve, notamment face à la commande publique, face à l'État, parce que ça, c'est quand même aussi quelque chose d'assez remarquable. Je voudrais saluer Ludovic Huro. Bonjour Ludovic. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être là, président fondateur d'Attractive World. Je vais y arriver. Exactement. On les voit partout en ce moment, beaucoup de publicité. Alors, le cap du 1,5 million de candidats a été franchi ? Ouais, on l'a franchi justement pendant notre campagne de nouvelle campagne de publicité à la télé qui se déroule actuellement depuis le 1er janvier. Donc oui, un peu plus d'1 500 000 candidatures et un peu plus de 500 000 membres acceptés, puisque un des principes du concept d'Attractive World est d'être plus sélectif que les sites généralistes pour créer un environnement de confiance et faire en sorte de faciliter les échanges. Et donc, effectivement, le site continue de progresser très très fort avec ses nouvelles campagnes de pub télé. Ouais. Petite parenthèse sur la pub, après on va marquer une pause, on aura l'occasion d'en reparler, mais sur la pub qui passe à la télévision, ce sont de vrais abonnés au site qui font la pub. Exactement, c'était cette année on s'était dit qu'on voulait essayer d'innover un petit peu et de créer un peu d'humanité. Et donc au lieu de prendre des acteurs, on s'est dit on va faire un casting avec la communauté des membres Attractive World. Donc on a eu plusieurs centaines de personnes qui se sont présentées au casting et donc on en a retenu 8 pour faire le spot. Ouais, ils ont joué le jeu, j'imagine. Ah ouais, et on les a invités à déjeuner en fait après la diffusion de la campagne télé, et ils nous disent je reçois des textos mais tous les jours de mes amis, de ma famille, même au bureau, etc. Ils étaient assez excités de cette nouvelle campagne. Ouais. On marque une très courte pause et dans un instant, comme vous le savez et vous l'entendez certainement, nous sommes ici au salon des entrepreneurs avec tout le bruit qu'il y a autour, mais il y a du public, c'est aussi ça la vie. On marque une très courte pause et on revient dans un instant pour la suite de cette émission. À tout de suite. On enchaîne quand vous voulez. Le magazine des entreprises qui font bouger la France, Michel Picot sur BFM Business. Et de retour au salon des entrepreneurs de Paris où le Business Club de France est installé sur le plateau de télévision des Échos, et nos invités, Aurore Beunier, cofondatrice de MyFeelback, Yoram Moyal, président de Buzzcard, Ludovic Huro, président fondateur d'Attractive World, et Antoine Châtelain, le président de quelenergie.fr. Aurore Beunier, cofondatrice de MyFeelback, on va revenir un petit peu sur ces solutions, ces logiciels que vous proposez qui permettent de réaliser des études de satisfaction. Question rapide. Cette année, il va y avoir des municipales, il va y avoir des européennes, des élections européennes. C'est une aubaine pour vous. On peut adapter votre solution pour ces petits candidats qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer des études de satisfaction ou même des sondages. Bien sûr, on est une réelle alternative aux instituts de sondage aujourd'hui. On a plusieurs candidats qui ont déjà fait appel à nous, qui sont en train d'utiliser MyFeelback, non pas pour faire principalement des études globales, mais pour faire des études terrain, vraiment, avant de venir faire un discours dans un quartier. On va d'abord réaliser des micro-sondages dans le quartier par les militants et avec MyFeelback, ils vont avoir un traitement vraiment en temps réel des données qui vont être remontées par les citoyens, ce qui va leur permettre d'adapter le discours au quartier et aux problématiques du quartier. Mais très concrètement, je sais pas, il y a un problème de circulation dans un quartier, on va interroger les habitants du quartier, on part de cet exemple-là. Ça veut dire que le citoyen va avoir accès à votre plateforme de quelle manière? Il va aller sur le site internet, il va répondre à cette question, il a une application. Comment ça se passe concrètement pour répondre à cette question? Concrètement, pour le citoyen, ça va être une URL qui va taper dans son mobile. Ça va être un lien sur lequel il va cliquer dans un email sur sa tablette, ou ça va être encore une pop-up ou un pop-in sur un site web. Vraiment, la force de MyFeelback, c'est d'être en multicanal via une seule et unique plateforme. Ouais. Alors, quel est le modèle économique? Juste pour la petite parenthèse, une étude de satisfaction, quand elle est bien faite, c'est quoi? Pour un panel de 1000 personnes, ça coûte 10 000 euros un peu plus, 20 000 euros. 20 000 euros.
Après, vous avez des études rapides express qui sont faites sur Internet autour de 1 500 € pour faire un sondage rapide. Mais combien ça coûte chez vous et quel est le modèle ? Alors nous, le modèle il est assez différent puisque quand on va voir les entreprises, on leur dit arrêtez de travailler de façon ponctuelle. La vie des clients, ça ne doit pas vous concerner seulement une fois, 2 fois dans l'année, mais vraiment de façon continue. Donc c'est pour ça qu'on a créé un modèle économique sur la base d'un abonnement qui est récurrent donc chaque mois. Un très petit abonnement qui permet d'avoir accès à la solution très facilement pour tout type d'entreprise. Mais ce qui va être le plus important, ça va être la consommation. C'est-à-dire qu'à chaque feedback, à chaque formulaire, questionnaire validé par un consommateur ou un client, il y a un coût unitaire. Donc c'est vraiment un modèle à la performance, ce qui nous permet d'adresser autant les TPE, les PME que les grands comptes internationaux. Vous citez souvent l'exemple de Gaz de Bordeaux. Oui. Qui a économisé plusieurs milliers d'euros grâce à une de vos solutions par rapport à un call center, puisqu'ils ont utilisé une de vos solutions pour une enquête de satisfaction auprès de leurs clients. Alors effectivement, il y a beaucoup d'usages avec MyFeedback. Ce projet en fait permettait à l'entreprise de désengorger effectivement un call center et de faire passer les demandes d'intervention directement par mobile ou par tablette, ce qui permet de créer certaines économies. Un autre projet un peu plus important, c'est celui de la SNCF qui nous a choisi en juillet dernier pour être à l'écoute de tous les utilisateurs de la SNCF en multicanal. Ciel. Tout à fait. Excusez-moi, je me permets de le dire. La SNCF qui va répondre à ses utilisateurs, c'est incroyable. Alors voilà, on a mis en place avec eux un système d'évaluation à chaud de l'intégralité de leurs services et on leur permet en temps réel à l'ensemble des collaborateurs d'avoir des statistiques sur chaque service et chaque retour utilisateur. Voilà, donc c'est un très beau projet. Alors dans un instant, vous allez nous parler d'autres projets, parce que je crois que l'entreprise va s'étoffer un petit peu plus, il va y avoir des recrutements qui sont prévus. On va poursuivre ce tour de table. Yoram, je voudrais qu'on revienne parce que on en parle beaucoup au salon des entrepreneurs, c'est le financement, c'est les levées de fonds, c'est le crowdfunding, etc. Moi, j'aimerais qu'on revienne quand même sur ce que j'appellerais un exploit que vous avez réalisé. C'était au mois de septembre, c'est ça Juillet, fin juillet. Voilà, parce qu'on avait parlé en septembre à la radio, je me souviens. Vous avez levé 260 000 € en 3 jours. Ouais. Voilà. Mais c'est pas comme si ça avait été facile, c'est parce qu'on s'est épuisé à rencontrer des réseaux de business angels qui malheureusement sont très très lents à prendre des décisions, nous ont fait mariner, etc. Et puis on avait un peu de visibilité et c'est marrant parce que c'est une stagiaire qui m'a proposé de faire appel au crowdfunding en me disant mais si on tape meilleure start-up de France, peut-être qu'on va tomber facilement sur Buzzcard et à partir de là, les gens qui ont envie de mettre un petit ticket de 5-10 000 € seront peut-être intéressés. Et on a pris le risque parce qu'on savait qu'on allait être en couverture d'un super magazine qui est Capital en août. On s'est dit pourquoi pas, mais on savait que c'était à double tranchant. Le crowdfunding a ceci de très particulier que si on rate sa campagne de crowdfunding, on est sûr d'être à peu près blacklisté partout. Ah bon ? Chez tous les fonds. Bah oui, parce que quelque part, c'est la dernière chose qu'on va essayer de faire pour lever des fonds. Faire appel à des gens qu'on ne connaît pas forcément sur Internet. Et si on a fait ça aussi vite, c'est parce que ça a démarré très vite. Là, au bout de 5 minutes, on était déjà à 110 000 €. Mais parce que pendant 10 jours, la plateforme qu'on avait sélectionnée, qui est Anaxago, avait informé 10 jours avant ses 5000 membres à l'époque, ils ont multiplié par 2 ou par 3 depuis. Le dossier sera bientôt finançable. Vous pouvez tout de suite appeler l'équipe et rencontrer les gens et regarder le dossier. Et parce que ça a démarré très fort, du coup on a rappelé toutes les personnes qui nous disaient, vous savez, comme tout le monde dit, oui, mais s'il te manque 50 000 €, tu me dis, les derniers 50 000 €, je les mets. Je les trouve. Si ce n'est que tout le monde dit ça et finalement il ne se passe rien. Le gros avantage du crowdfunding par rapport au réseau de business angels, c'est qu'une fois que c'est parti, et c'est à prendre ou à laisser. Et on a rappelé toutes les personnes qui étaient intéressées, on leur dit, écoutez, ça démarre très très fort, ça peut vous passer sous le nez. Le deuxième jour, on était à 200 000 € et le troisième jour, on a rendez-vous, on a pris les 60 000 restants. Donc ça a été fabuleux, on s'y attendait pas du tout, très agréablement surpris. On n'a même pas eu à attendre août pour avoir la couverture sur Capital. Et pour autant, oui, c'est plutôt une très bonne chose. Alors attention, parce que l'argent n'a été déposé que fin décembre. Ah oui, ça prend du temps. Oui. C'est pas propre au crowdfunding, mais le fait est qu'avec l'été, avec des personnes qui disent non, mais finalement je vais mettre plus ou un peu moins. Bref. C'est sûr qu'on respire maintenant. Ouais. Alors, ça a été un joli coup de pouce pour vous. Vous m'expliquiez que sur le concept avec vos cartes de visite, 2012 était
une année difficile. Parce qu'il a Infernal. fallu Infernal. séduire des grands groupes, mais vous y êtes arrivé. Hein, Infernal. mais bon, des Total, des Orange. On va parler de Bercy dans un instant. 2013, c'est beaucoup plus simple, on vous ouvre la porte beaucoup plus facilement. Ah bah, surtout fin 2013, c'était absolument incroyable. On a Havas Media qui a passé commande le jour où on est revenu de la délégation présidentielle à Tel Aviv. On rencontre Yannick Bolloré, il nous dit oui, ça m'a l'air pertinent, tu devrais rencontrer un tel. Je le rencontre 2 jours après et le surlendemain, on a équipé 35 associés d'Havas Media. EDF, pareil, en 2-3 jours, on a pu avoir le go sur le partenariat avec le Salon des entrepreneurs. Donc oui, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, on se rend compte que les grands groupes ne sont plus aussi réticents, ne sont plus aussi frileux, ont peut-être même, à l'inverse, envie maintenant de rencontrer des startups qui ont peut-être des choses à leur dire. Vous savez que vous êtes rare à dire ça. Oui, mais c'est en train de changer, ça se sent. Moi, je trouve beaucoup de petits patrons, c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, loin de là, parce qu'on est toujours petit avant d'être grand. Mais ils ont un mal fou à travailler avec les grands groupes en Ouais, France. on l'a vécu, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et on a tellement essuyé de plâtre, on s'est tellement épuisé à avoir le même discours comme si c'était la première fois qu'on le racontait à chaque fois, à faire comprendre que c'était pas juste des cartes avec QR code. C'est très compliqué d'évangéliser. Construire une marque, c'est très compliqué quand on démarre. Mais alors construire un concept, c'est de l'ordre de l'impossible dans un pays qui est aussi moutonnier. Le gros avantage d'un pays qui est moutonnier, parce qu'en gros moutonnier ça veut dire tant que l'autre ne l'a pas fait, il n'y a pas de raison que je le fasse, c'est que une fois qu'on a eu quelques grands groupes, eh bien, on peut être persuadé que les concurrents vont aller assez vite pour se décider. La France a été en retard sur le WAP, sur Internet, sur beaucoup de choses, et quand ils s'y sont mis, ça a été un des fleurons de l'Europe. Quand vous dites installer un concept ou développer une marque, Ludovic doit se souvenir aussi de ses débuts avec Attractive World. Ouais, effectivement. En 2007, ça a été... Au début c'est extrêmement compliqué, mais justement, l'intérêt, c'est qu'on est naïf. Moi, quand j'ai créé l'entreprise, j'avais un peu plus de 24 ans. J'avais quitté mon job sans me rendre compte de l'argent qu'il fallait investir pour créer une marque et avoir la notoriété, la crédibilité nécessaire pour arriver à la rentabilité dans un business quand même très, très concurrentiel. Mais vous le faites naïvement, vous lancez, vous mettez vos économies, vous en parlez à des copains et on se dit allez on y va. Et finalement après vous avez des obstacles, vous faites en sorte de les contourner. Donc au début on n'avait pas l'argent pour faire de la pub, donc on a fait du buzz, il y avait des gens dans les rues qui distribuaient des cartes Attractive World, etc. Donc vraiment on n'est pas du tout passé par les méthodes traditionnelles de communication. Après on a eu la chance de lever de l'argent. Puis vous aviez essuyé des critiques aussi parce que vous installiez le premier concept de rencontre sur Internet où il y avait une sélection à l'entrée. C'était. Enfin, la presse n'avait pas été tendre avec vous. C'était un vrai pari au début, même si la sélection n'était pas bête et méchante. Nous, ce qu'on disait, voilà, non, mais j'entends bien. Les sites généralistes, vous perdez énormément de temps, les femmes ne se sentent pas en confiance, les échanges ne sont pas forcément qualitatifs, donc on va créer un univers qualitatif. Et une des solutions, peut-être qu'elle n'est pas parfaite, mais en tout cas, c'est d'impliquer les gens lorsqu'ils s'inscrivent en leur disant vous n'êtes pas sûr d'être accepté sur le site. Voilà, l'idée, c'était ça, et il a fallu faire pas mal de pédagogie, notamment au niveau des médias. Et après, derrière, il a fallu se faire connaître, et pour se faire connaître, il a fallu investir beaucoup d'argent en communication. Je vais vous donner la parole dans un instant, Antoine Châtelain. Bougez pas, on va parler de quelle énergie. Je voudrais juste quand même poser une dernière question à Bhaskar. On continuera après pour parler des projets. Mais juste quand même, vous avez osé, votre TPE, aller, je dirais, dans le monde de la commande publique, vous adresser directement aux acheteurs publics, à l'État en l'occurrence. Et vous êtes même parvenu à vendre à Bercy 13 000 cartes. Non mais c'est incroyable, parce que c'est un parcours du combattant, hein, la commande publique, il faut dire ce qui est. Hein. Je pense on peut y arriver, la preuve. Écoutez, on n'a pas... Alors mes associés, les premiers, disaient mais va pas te fatiguer avec ça, ce serait les derniers à voir, c'est les services publics, tu es fou. Si ce n'est que finalement on n'a même pas fait exprès. On a semé tellement de graines qu'à un moment donné, il y a des graines qui poussent, on s'y attend pas forcément, mais on a été invité par Laurence Parisot à l'université d'été du MEDEF. On rencontre, en donnant des cartes justement, qui sont des cartes cadeaux, on rencontre une personne qui est à la DG6, qui est une structure de Bercy. Cette personne, à un moment donné, 3 mois après, elle n'avait plus de carte papier. Elle a utilisé nos cartes qu'on lui avait offertes, très sobre, avec juste son nom dessus, et elle a fait mouche à un rendez-vous. Elle m'a dit mais écoutez, on est revenu du rendez-vous, on est passé pour des gens hyper branchés, du coup on va probablement passer commande. Je me renseigne auprès de mon directeur pour voir comment on fait. Et on a fait une petite expérimentation qui finalement, toutes les personnes qui avaient un smartphone ont décidé d'avoir ça. Et sur les 100 personnes qui ont été équipées, 2 semaines après, on reçoit un coup de fil du service achat de l'État qui nous dit écoutez, vous êtes une start-up qui a vendu à Bercy,
qui a vendu à une petite structure publique. Est-ce que vous ne pourriez pas venir témoigner pour montrer que ce n'est pas forcément impossible que des startups peuvent conquérir des petits marchés publics et comme on a été mis en avant lors d'une conférence, et bien du coup, Fleur Pellerin elle-même décide, sans nous en avoir parlé, ce qui était absolument fou. Elle brandit sa carte ultime devant 300 acheteurs de l'État et elle dit ça, c'est l'exemple d'un achat intelligent. On peut diviser par 3 ou par 4 le nombre de cartes papier. Et voilà. Du coup, on est le premier exemple du Small Business Act, c'est-à-dire les 2%, et il faut le faire savoir. 2% des achats publics, objectif 2020, vont être réservés aux PME innovantes. Ça représente 1 milliard d'euros et personne ne le sait. Voilà. On va en parler dans un instant parce que vous voulez aussi aider d'autres startups prometteuses. Oui. On marque une pause, c'est l'heure des infos et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission spéciale ici au Salon des Entrepreneurs. À tout de suite. Allez, on est chaud. Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Le Business Club de France est installé cette semaine au cœur du Salon des Entrepreneurs à Paris, en compagnie de nos invités. Aurore Beunier, qui est cofondatrice de MyFeelback. Yoram Moyal, le président de Buzzcard. Nous sommes en compagnie de Ludovic Hureau, le président fondateur d'Attractive World. Et Antoine Châtelain, qui est le président de QuelleEnergie.fr. Antoine Châtelain, je ne vous ai pas quand même posé la question sur vraiment l'activité QuelleEnergie.fr. Que faites-vous ? Donc, nous sommes une société de conseil en économie d'énergie pour les particuliers. Donc, nous permettons à des gens comme vous de savoir précisément comment faire des économies d'énergie dans ma maison ou mon appartement. Donc, le principe est très simple. Vous pouvez aller sur le site QuelleEnergie.fr, vous décrivez en détail votre maison ou votre appartement. On va vous dire, aujourd'hui, voilà quelles sont vos factures et voilà les solutions qui vous permettraient de faire des économies. Par exemple, changer de système de chauffage, donc remplacer la vieille chaudière par une chaudière récente à condensation, installer de l'isolation, installer des panneaux solaires. Et bien souvent, on se rend compte qu'il y a des solutions qui sont amorties en 4-5 ans et qu'on peut vraiment faire des économies et en plus faire un acte écologique. On vous dit ça, on vous trouve des artisans compétents et on vous aide à comprendre toutes les aides fiscales auxquelles vous avez droit, ce qui est très compliqué. Quelle est la différence avec des organismes comme l'ADEME qui distribuent aussi beaucoup d'informations et même aujourd'hui des fournisseurs d'énergie, des EDF voire des GDF qui sont là aussi en train de vous conseiller pour vous donner les meilleures solutions ? Alors, notre principale différence, c'est vraiment... Vous êtes indépendant déjà, donc... C'est d'être un conseil indépendant. Voilà. Ouais. Nous ne sommes pas fournisseurs d'électricité ou de gaz, donc vraiment, en fait, vous allez faire un bilan thermique de votre logement avec notre logiciel qui est agréé par l'ADEME, justement, par les pouvoirs publics. D'accord. Donc vous avez l'assurance que notre conseil est objectif. Et ensuite, par rapport aux pouvoirs publics, on va dire qu'on est complémentaires et on amène toute la magie du web, toute la magie de l'interactivité, d'un service qu'on a fait évoluer, fine-tuner depuis 6 ans, qui est vraiment, on a tout fait pour que ce soit très simple, pour que vous arriviez à bien remplir le questionnaire de votre maison, qui, l'air de rien, est très complet, parce qu'on vous demande plein de choses, on vous demande les fenêtres, la date de construction, etc. Mais on se rend compte que les gens le remplissent, parce que quand ils ont un sujet avec la facture de chauffage, ils sont prêts à remplir tout ça en détail. Donc on est vraiment le service le plus simple d'utilisation. Le business model, c'est quoi ? Parce que pour l'utilisateur, j'imagine que c'est gratuit. Donc cette étude énergétique, elle est 100% gratuite. C'est ce qui fait son succès, c'est ce qui fait que tous les mois, on a 400 000 visiteurs qui viennent se connecter chez nous. 400 000, ça commence à être pas mal pour un site internet. C'est pour un site spécialisé vraiment sur cette niche des économies d'énergie, c'est considérable. On gagne de l'argent avec les artisans partenaires. Donc le principe, c'est que une fois que vous avez identifié que pour votre appartement, il faut changer les fenêtres, on vous met en contact avec un artisan qui fait des fenêtres et lui nous paye pour l'apport de business. D'accord. Donc c'est 1000 artisans partenaires aujourd'hui chez vous et vous êtes 45. Hein. Tout à fait, oui. On est souvent surpris de voir le nombre de personnes. En fait, c'est parce qu'on a fait le choix vraiment d'avoir un service très complet avec à la fois le site internet et ensuite un conseil téléphonique. Donc, QuelleEnergie, c'est également 15 personnes au téléphone, donc des conseillers à Paris en CDI qui vont vous aider à y voir clair sur quels sont les travaux adaptés chez vous. Tout ça est gratuit. Alors, vous avez levé en 2011 1,5 million d'euros pour votre développement. 2011, on était en pleine crise. Moi, j'ai un peu le sentiment aujourd'hui, alors à mes côtés, on arrive à lever 260 000 euros en 3 jours. Bon, ça arrive. 3 jours plus 6 mois de préparation, peut-être. 3 jours plus 6 mois de préparation, je veux bien. Mais j'ai un peu le sentiment, peut-être à tort,
mais que cette frilosité dans le monde des affaires dans ce pays fait que les investisseurs, dont c'est le job d'investir, hésitent encore et peut-être un petit peu plus, ou alors sont peut-être plus exigeants dans les investissements dans les entreprises. On pensait quoi, Antoine Châtelain? Moi, j'aurais vraiment du mal à dire est-ce que ça a évolué en mieux, en bien. Je trouve ça un peu intellectuel en fait comme démarche. Je pense que quand on est entrepreneur, il faut juste y aller, il ne faut pas se poser de questions. Et ce qui est certain, c'est que c'est un peu ce que disait Yoram tout à l'heure. C'est vraiment je pense la première levée qui est la plus difficile, parce que dans notre cas, par exemple, on a levé ce 1,5 million en 2 fois. On a levé 500 000 € auprès d'Alven Capital, donc déjà un VC, déjà un fonds d'investissement en 2010. Et là, on a ramé, ça a été très difficile. On a fait 40 rendez-vous, personne n'était intéressé. À partir du moment où j'ai eu le premier qui était intéressé, on avait 3 propositions. Et donc là, ça se déboucle très rapidement. Et donc, c'est vraiment ce passage-là qui a été difficile. Ensuite, lever 1 million d'euros auprès du même investisseur, comme on montrait de la croissance, comme ça se passait bien, a été très rapide. Donc, c'est vraiment pas le montant en fait, qui crée la difficulté. Je pense que c'est vraiment l'amorçage, c'est la création de la confiance. Trouver la première personne qui a confiance dans notre projet, qui signe un chèque substantiel. Voilà, c'est là qu'il faut vraiment mouiller le maillot et qu'il ne faut pas trop réfléchir, à mon avis. Il ne faut rien lâcher tant qu'on n'a pas trouvé cette personne. Ouais. Ludovic Huro, Attractive World. La dernière fois qu'on s'est vu, je crois que vous aviez déjà procédé à 5 levées de fonds. Il y a un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Il y en a une autre entre-temps. Non, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise est rentable, donc on a la chance de ne plus avoir besoin d'investisseurs pour financer notre croissance. Mais effectivement, contrairement à Antoine, on n'est pas passé par des VC. Alors au début, parce que quand on a levé la première fois en 2008, il y avait très peu de fonds d'amorçage, ce qui aujourd'hui, c'est un peu plus démocratisé dans l'environnement du capital risque en France. Donc il fallait trouver des investisseurs privés. Et là, pour le coup, j'avoue que les lois, notamment la loi TEPA, a quand même pas mal facilité notre démarche. Et après, avoir fait cette première levée de fonds en 2008 de 550 000 €, on a continué à lever avec des investisseurs privés. Ce qui fait qu'au bout de la 5e levée de fonds, je suis complètement d'accord avec toi que la première, c'est la plus difficile. Bon, la deuxième aussi, pour nous, était compliquée parce qu'on faisait toujours pas de chiffre d'affaires et que la deuxième levée de fonds, on l'a fait en janvier 2009, quelques mois après la chute de Lehman Brothers, et que c'était aussi assez compliqué. Mais plus le temps est passé, plus on prouvait notre business model, plus on avait un pool d'actionnaires qui remettaient au pot et qui en parlaient à leurs amis. Et en fait, on s'est retrouvé à la 5e levée de fonds à vouloir lever entre 1,5 million et 2 500 000 € et à avoir eu 4 500 000 € d'investissement en accord de la part d'investisseurs privés. Donc notre base d'actionnaires précédente et tous leurs amis. Et je me suis vu appeler les gars en leur disant je suis désolé mais tu voulais investir 100, tu vas pouvoir investir que 50 parce que je vais pas avoir de place. Donc ça m'a fait très bizarre en repensant aux levées de fonds précédentes où je galérais comme un fou. Mais effectivement, à partir du moment où on a des actionnaires qui nous font confiance, qu'on est complètement honnête avec eux, transparent, quand ça se passe bien comme quand ça se passe mal, derrière, vous avez beaucoup plus de facilité pour les levées de fonds suivantes. Et je pense que ça, c'est un élément extrêmement important. Enfin, il y a quand même un gros travail de séduction, d'assurance, de confiance, peut-être plus qu'avant. Enfin, en même temps, ils prêtent de l'argent, c'est un peu normal. Oui, non, mais bien entendu, c'est extrêmement important. Mais tout est dans la confiance. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il ne faut surtout pas avoir peur lorsqu'on est amené à prendre plein de décisions lorsqu'on est chef d'entreprise. On fait forcément des erreurs. Voilà. Et l'erreur, c'est d'éviter d'en parler. Se dire, bon voilà, je vais essayer de le cacher ou de le simuler un petit peu. Vous avez fait une connerie, vous le dites. Nous, généralement, on a 80 investisseurs au total qui ont investi un peu plus de 5 millions d'euros. Nous, on fait un reporting mensuel en expliquant les chiffres clés et la stratégie, les événements marquants du mois. Quand on a fait des conneries, il faut le dire, il ne faut pas hésiter et on ne pourra pas vous le reprocher. À partir du moment où vous avez tiré la leçon de votre erreur et que vous dites voilà, j'ai fait cette erreur-là, voilà comment on va faire pour faire évoluer la stratégie de l'entreprise dans une meilleure direction. Ouais. Et là, vous créez de la confiance. Et quand vous créez de la confiance, après les financements, ça suit. Ouais. Question à l'ensemble, vous avez tous fait des conneries en gérant vos boîtes, d'une manière ou d'une autre. On n'a fait que ça. Enfin, peut-être pas que ça. On fait que ça. Tous les jours, on fait des conneries. Non, mais j'aime votre franchise, Ludovic, de dire bah oui, on est des chefs d'entreprise, mais on fait des conneries aussi. Après, le tout, c'est de ne pas les reproduire et d'en tirer une leçon pour éviter. Et de réagir vite. Et de réagir vite, ouais. Et d'y voir les opportunités. Et oui, complètement, oui. Dans la connerie qu'on fait, il y a toujours une opportunité à saisir. Non, mais c'est bien que vous le disiez de manière très claire, parce que jusqu'à présent, on a toujours le sentiment que le chef d'entreprise doit être droit dans ses bottes et que voilà, il y a toujours la bêtise. Il faut être plein de doutes et ne jamais le montrer.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bien en même temps, il faut avoir Oui. des convictions aussi. Je pense que c'est beaucoup lié aussi au fait qu'on intervient pas mal dans des secteurs numériques. Donc aujourd'hui, créer un service, le faire évoluer, ça prend 15 jours, un mois peut-être. Donc on peut être vraiment très réactif et être dans une logique vraiment essai, erreur, on teste, ça marche pas, je corrige. Et je trouve que c'est vraiment cette démarche qui est la démarche de l'entrepreneur, c'est comme ça qu'on avance. Donc il ne faut pas être tétanisé. Et le risque, c'est de ne pas y aller parce qu'on a tellement peur que ça ne marche pas qu'on ne sort jamais le produit, par exemple. C'est vraiment d'y aller le plus vite possible et de corriger très vite. Et c'est là-dessus, je pense, que notre système de formation, puisque vous en parliez au début, peut s'améliorer puisqu'on nous formate. En tout cas, moi-même, mon associé, on est plutôt des produits des grandes écoles. Et c'est vrai qu'on n'était pas du tout préparé à ça. On carbure à, voilà, on va vous faire des interros, il faut que vous ayez des bonnes notes. Si une mauvaise note, c'est pas bien, on tape, machin. Et donc, il a fallu vraiment désapprendre toute cette logique de surtout faites pas d'erreur pour se dire non, on est dans l'opérationnel, dans le test. Je pense que être entrepreneur, c'est un métier concret. Voilà, on écoute ses clients, on fait évoluer le produit et on essaie d'aller très très vite. Il faut dire que ça s'apprend, quoi. Et bien sûr, je pense on qu'on peut apprendre sur le terrain. Après, à la fin, on sent même plus quand on a fait une erreur ou quand on se prend une baffe. C'est bon, on rebondit naturellement, quoi. Ça fait partie du. Alors qu'au début, en tout cas pour moi, c'est vrai que ça pouvait quelquefois m'affecter plus qu'il ne fallait, quoi. Je me disais, oh là là, on s'est trompé, qu'est-ce qui s'est passé C'est pas grave. C'est vrai qu'on n'a pas la culture de l'échec en France. Ah non, je pense que ça vient. Mais il faut l'avoir, cette culture de l'échec. Ouais. C'est parce qu'on tombe qu'on se relève. Plus fort. Vous, oui. Le problème, c'est que l'entourage, on va vous coller une étiquette tout de suite sur vous en disant bah, vous êtes tombé. Et ça, c'est toujours un peu embêtant. Mais les choses sont en train de changer, ça se sent. Ouais, ça je pense aussi. Ouais. Ça se sent, ça sent bon. Ludovic, dans le site internet du Salon des entrepreneurs, il y a une petite phrase de Wild, je crois, qui vient illustrer un petit peu votre propos, qui dit dans la vie, les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Ça vous caractérise, ça ? Ouais, dans le sens où c'est vrai que quitter son job à 24 ans avec très peu d'argent et vouloir concurrencer le leader européen qui était mythique, c'était une folie. À l'époque, je m'en rendais pas vraiment compte, mais maintenant je m'en rends compte. Valait mieux peut-être, non ? Voilà, valait mieux. Il y avait un peu de naïveté, mais effectivement, ça m'a permis de vivre les 5 ou 6 plus belles années de ma vie, parce que d'entreprendre, c'est une aventure humaine incroyable, c'est extrêmement enrichissant, et même s'il y a des moments où vraiment moralement c'est quand même compliqué, parce qu'il faut le dire aussi, effectivement, on en rigole un petit peu, on fait des conneries, ça marche pas, etc. Mais la réalité, c'est qu'on s'en prend un peu pour l'ego, on se met aussi un peu la pression. Et il y a des moments qui sont plus difficiles moralement quand ça marche pas. Il y a des moments d'excitation et d'adrénaline incroyable quand ça marche. Mais effectivement, on passe par les montagnes russes. Et au final, quand on se recule, on dit bah, génial, parce que j'ai vécu plein de choses passionnantes et je me suis vraiment senti vibrer. Ouais. Je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais cette semaine, dans le Parisien, il y avait une étude, il n'y en a pas beaucoup d'études, mais quand même sur le taux de suicide des patrons de PME, mine de rien, 1 à 2 par jour en France. C'est assez flippant quand même, parce que quand une entreprise va mal, on s'intéresse effectivement aux salariés, ce qui est normal. Mais on oublie très souvent le patron. Voilà, c'était pour la petite parenthèse, mais ça veut dire que garder cette bien, garder cette envie. Et dans un instant, parce qu'on va marquer une pause, et il nous restera encore quelques minutes. Moi, je voudrais qu'on parle de vos projets, qu'on parle de cette dynamique, et que vous nous parliez un petit peu de ce qui vous attend pour cette année 2014. On marque une très courte pause. À tout de suite. Allez. Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. C'est la dernière partie du Business Club de France sur BFM Business Radio. Et d'ailleurs, nous sommes filmés aujourd'hui et vous pourrez voir cette émission en images sur notre blog businessclubdefrance.com. Émission enregistrée au cœur du Salon des entrepreneurs à Paris avec nos invités Aurore Beunier de MyFeelback, avec Yoram Moyal de Buzzcard, avec Antoine Châtelain de quellenergie.fr et Ludovic Hureau d'Attractive World. Moi, je voudrais qu'on fasse un petit tour de table. Il nous reste à peu près 12 minutes pour qu'on parle un peu de vos projets, de vos envies et de cette dynamique. J'avais presque envie de vous demander tout à l'heure, puisque je terminais sur une note un peu négative avant la pause, qu'est-ce qui vous fait marcher, qu'est-ce qui vous fait avancer? Et ça va être peut-être une double question que l'on va aborder pour cette dernière partie. Aurore Beunier, on va parler de la feuille de route pour MyFeelback pour 2014, vos projets de nouvelles embauches, j'ai vu, de nouveaux services. Mais avant, qu'est-ce qui vous fait avancer, vous? Moi, ce qui me passionne, c'est déjà mes salariés, mon équipe. C'est très très important pour moi de vivre ça avec eux.
Ensuite, bien sûr, la création de valeur et surtout d'avoir un produit assez innovant et différenciant sur un secteur qui n'a pas bougé depuis une vingtaine d'années. Et donc aujourd'hui concrètement ce qui nous fait avancer, donc nous on a créé un service il y a à peu près 1 an et demi. Aujourd'hui on est chez à peu près tous les grands comptes qui utilisent nos services pour poser le bon questionnaire à la bonne personne au bon moment. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a fait ça, maintenant qu'on a prouvé qu'on avait un service qui apportait de la performance, on a décidé d'attaquer le marché mondial. Alors pas n'importe comment. Pas en implantant des bureaux parce qu'effectivement ça demande des ressources financières importantes, hein, même si on a réussi à atteindre la rentabilité en 1 an et demi. On va développer un service en ligne, donc on va attaquer le marché mondial via le web et via une vente en ligne prochainement. C'est ça, la feuille de route 2014, donc beaucoup de projets avec notre solution de ciblage de questionnaire. C'est génial, rentabilité en 1 an et demi. Non, c'est quand même génial, ça fait plaisir. Yoram, j'avais 2 questions à vous poser. D'abord, la première, sur ces 20-30 startups les plus prometteuses de France, vous voulez leur proposer l'opportunité de pitcher devant une dizaine de directeurs d'achat. C'est quoi cette démarche ? Une centaine de directeurs d'achat. Une centaine. Privé, public ? Surtout privé. Surtout privé. Surtout privé, parce que public c'est plus compliqué. Mais l'idée, voilà, c'est que on a essuyé les plâtres, on a mis un temps fou à séduire des grands comptes, que ce soit des grands groupes ou des grandes associations comme le MEDEF, etc. Ça prend de moins en moins de temps et on sait, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est que les grandes entreprises se rendent compte qu'il y a beaucoup de créativité parmi les startups françaises, startups ou PME qui sont là depuis 10 ans. On sait qu'on pourrait vraiment gagner du temps, le pays aurait beaucoup à gagner si les gens qui devaient se rencontraient. Donc avec l'Observateur comme média qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps, on s'est posé la question, et si on profitait de l'expérience de Buzzcard, qui est d'avoir essuyé des plâtres et d'avoir souffert, et si on permettait aux 20-30 startups B2B, parce que là en l'occurrence on les présente à des clients potentiels, donc on n'est que dans du B2B, et si on leur proposait de les entraîner dans notre sillage et de les présenter, je crois même que c'est 200 directeurs achats des grands comptes que l'Observatoire comme média avec la CEDAF et avec d'autres partenaires va présenter tout au long de l'année, mais au moins 2 gros événements importants. Donc l'idée c'est de dire, voilà, on peut gagner du temps, les startups meurent d'envie de rencontrer les bonnes personnes et ne pas perdre du temps parce que le temps c'est la clé. Une startup, pour rappel, ça survit, ça ne fait que repousser, c'est un compte à rebours vers la mort. Donc tant qu'on n'a pas des gros clients, on pense qu'on va mourir. Oui, ça marche pour toutes les boîtes. Hein. Bien sûr, mais qu'il n'y a pas de clients, au bout d'un moment, ça finit mal. Si ce n'est que les startups, elles n'ont pas encore de clients qui. Ça ne tourne pas. Non, elles démarrent. Ça démarre. Nous, on a mis 3 ans avant d'avoir notre premier client. Donc ça prend du temps. C'est justement cette démarche. Pourquoi vous avez consolidé, vous, votre business au point aujourd'hui. Mais c'est très bien ce que vous faites. Attention, hein, je l'encourage et je le dis haut et fort sur cette antenne, mais c'est sympa. Non, c'est pas que sympa. Je pense voilà que c'est nécessaire de changer les mentalités et à plusieurs, on le fera beaucoup plus vite que tout seul. Et si on peut faire gagner du temps à tout le monde, si ça se trouve, les grands groupes vont se dire tiens, start-up, ça me dit quelque chose, peut-être que c'est Buzzcard qu'on va appeler pour savoir quelles sont les 20-30 start-up qui vont nous proposer. Donc quelque part, c'est être chef de file. Donc c'est aussi de la notoriété, aussi de l'évangélisation pour nous, de la légitimation. Donc c'est pas que gratuit, mais c'est sûr qu'on peut changer la donne. En tout cas, dans vos prévisions, vous voulez équiper la majorité des entreprises du CAC 40. Ah oui. Mais vous dites qu'il faut qu'on ait plus de 300 000 utilisateurs. Oui, c'est simple. On a un concept qui est éminemment viral. C'est-à-dire que si un de nos clients, un de nos utilisateurs montre sa carte ultime ou sa Buzzcard papier à une autre personne, et s'il fait bien le job, l'autre va lui dire attends, mais c'est génial, je veux la même chose. Donc toutes les personnes qu'on va équiper seront malgré elles des ambassadeurs pour notre concept. Comme on n'a pas levé des millions d'euros, même si on aurait pu lever au moins 1 million, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'en crowdfunding, on avait une liste d'attente incroyable. Et Anaxago nous poussait à dire allez, ouvrez, mais on aurait baissé en capital, nous. Donc non, mais il est question qu'on fasse une levée de fonds dans au plus tard 1 an et demi. L'idée, c'est que même si on fait une nouvelle levée de fonds, on ne va pas lever 5-10 millions d'euros pour concurrencer les gros acteurs de l'impression en ligne. Et donc du coup on est obligé d'avoir une stratégie très simple. Allons convaincre des grands comptes qui vont équiper des milliers de personnes ou des dizaines de milliers de membres, et je pense on en reparlera peut-être une autre fois, un gros syndicat qui va probablement remplacer ses cartes de membres par 140 000 cartes ultimes. Du coup ça fera le boulot. Donc oui, nous l'ambition c'est d'aller très vite,
on n'a pas beaucoup de moyens, donc on est obligé de se reposer sur les grands comptes. Et quand on signera quelques grands comptes, mais sur toute leur population de salariés, il est probable que les autres aient envie de faire la même chose très vite. Ah bah, on aura l'occasion d'en reparler. Avec grand plaisir. Hein Ludovic Hiro, Attractive World, on a déjà parlé de vos projets, pas tout à fait d'ailleurs. Bon, là on a bien compris, aujourd'hui il faut se différencier des autres. Et pour se différencier, vous utilisez beaucoup la télévision, on l'a évoqué. Il y a d'autres éléments qui vous permettent de vous différencier, de vous faire une place, même si elle existe aujourd'hui, Attractive World, dans les rencontres sur Internet, c'est incontournable. Mais comment on fait pour garder cette différence, si j'ose dire ? On est vraiment dans un métier de communication et c'est vrai que le gros enjeu, c'est la télé pour nous. C'est-à-dire qu'il faut toujours réfléchir comment se différencier, comment faire passer une certaine émotion, comment faire passer des valeurs. Et ça se fait essentiellement avec notre spot télé. Donc on fait une campagne annuelle parce que c'est quand même là qu'on apporte le plus de visibilité. On investit plusieurs millions d'euros par an en télé et c'est quand même là-dessus que se crée la notoriété de l'entreprise, qui a plus de 70% de notoriété assistée l'année dernière. Et après, effectivement, derrière, voilà, on essaye de véhiculer des valeurs qui comptent pour nous au travers des différents événements qu'on organise, puisque on a, une autre particularité d'Attractive World, c'est qu'il y a des événements qui sont organisés sur le site. Il y en a plus de 100 par mois. La plupart sont... C'est-à-dire, c'est sur le site, bon, les rencontres, mais vous faites d'autres rencontres physiques, si j'ose dire. Voilà, exactement. On part du principe que passer du virtuel au réel, c'est très important. Parce que lorsqu'on est célibataire, effectivement, on cherche à rencontrer l'âme sœur. On peut utiliser Attractive World sur le net, via l'application mobile ou via le site internet. Mais vous pouvez aussi avoir envie de vous dire, voilà, moi je suis célibataire, j'ai peut-être une trentaine d'années, une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. J'ai envie de rencontrer l'âme sœur, mais j'ai aussi envie de rencontrer des gens qui ont le même style de vie que moi pour faire des activités, pour partir en voyage, faire une expo, faire du roller, un pique-nique l'été. Et là, m'inscrire sur Attractive World et aller aux événements qui sont organisés tous les jours par des membres du site et aussi par le pôle événementiel d'Attractive World, puisque notre pôle organise aussi en gros un événement par semaine à Paris et 3 à 4 par mois en province, et quelque chose d'important. Dans les projets de développement, on a évoqué tout à l'heure 500 000 membres qui sont dans acceptés sur le site. Acceptés sur le site. Vous vous êtes fixé des objectifs Pour l'instant, effectivement, là, il y a une grosse étape qui a été franchie puisque la société est rentable. On n'a pas encore sorti les comptes, mais je pense qu'on va atteindre quasiment 15% de résultats nets cette année. Donc l'idée, c'est de continuer de travailler sur la rentabilité de l'entreprise et de poursuivre la croissance, mais aussi de mieux structurer parce qu'effectivement, on est en mode start-up et il y a un moment, c'est bien de se professionnaliser encore un peu plus le service, d'améliorer encore plus notre connaissance, notamment de nos clients. Et donc, on continue de recruter. On a notamment recruté l'ancienne directrice du produit d'Yahoo Europe qui nous a rejoint il y a 2 mois. On a recruté une nouvelle personne qui est notre responsable du marketing online. On va continuer de recruter aussi cette année pour augmenter encore la valeur ajoutée qu'on peut apporter à nos clients. Ouais. Alors, je vous connais depuis un moment, Ludovic. J'ai jamais pu connaître le chiffre d'affaires de cette maison. J'ai essayé pourtant. C'est 15%. C'est simple, on ne communique pas dessus. Je sais, c'est pour ça. En revanche, je reprends quand même une petite phrase qui était parue dans l'Express. Et vous disiez espérer réaliser un chiffre d'affaires entre 15 et 20 millions d'euros d'ici 2015. Juste indiquez-moi si cette information a un peu de juste ou pas. On ne fait pas de commentaires sur nos chiffres. Sinon mes actionnaires vont me taper dessus. Je sais, il faut toujours essayer. C'est bien. Antoine Châtelain, on continue ce tour de table pour parler des projets, des entreprises. Pour quelleenergie.fr, quelle est la feuille de route? Là, vous disiez tout à l'heure, vous alliez embaucher. Oui, nous, notre feuille de route, c'est assez simple. C'est continuer à faire connaître ce service très simple. Voilà, une étude énergétique gratuite pour votre logement. Il y a déjà 700 000 personnes qui en ont bénéficié depuis la création du site. C'est super, on a un vrai impact sur le marché. On estime que l'année dernière, il y avait à peu près 5% du marché de la rénovation énergétique qui est passé par chez nous. C'est quand même assez énorme. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur 20 qui a changé sa chaudière, qui a isolé, qui a été conseillée à un moment par Quelle Énergie. Malgré ça, tout le monde ne nous connaît pas. Donc notre premier projet, c'est ça, c'est de dire que quelleenergie.fr, c'est un site extraordinaire qu'il faut que vous utilisiez cet après-midi et qu'il faut que vous recommandiez à tout le monde pour faire des économies. Et ensuite, il faut qu'on fasse grandir notre réseau d'artisans, puisque les artisans, en fait, c'est nos clients. Donc nous, on est plutôt B2B sur le business et sur des petits clients, donc avec un modèle un peu différent de ce qu'on a évoqué. On est plutôt en télévente, cycle de vente assez court.
Donc l'enjeu, c'est nous faire connaître de la profession. On amène de la modernité, du web dans le monde de l'artisanat. On leur explique qu'ils peuvent trouver des nouveaux clients comme ça. On leur apporte en plus des nouveaux outils. Donc l'ambition, c'est grandir et puis devenir, on n'est déjà pas très loin, mais comparable au programme d'économie d'énergie de nos grands énergéticiens. Ouais. On n'est déjà pas si loin. Je regardais que vous sortiez là en février un simulateur aide et subventions. Oui, on a un nouveau service cette année qui va être génial et qui va sortir très bientôt, qui est le simulateur des aides et subventions pour les économies d'énergie. Service extrêmement utile qui n'existe pas encore, parce qu'en fait, vous avez un millefeuille fiscal d'aide pour vos travaux. Quand vous voulez isoler vos combles, vous avez droit au crédit d'impôt, vous avez droit peut-être à la prime Hollande, vous avez droit peut-être à une aide de l'ANA, vous avez droit peut-être à une aide de votre conseil général, vous avez droit à un éco-prêt. Donc c'est un inventaire à Prévert, mais sauf que quand c'est votre chaudière à vous ou votre isolation, c'est crucial. En fait, ça va faire que ça va vous coûter 3 000 € au lieu de 6 000. Et on les connaît pas Et forcément. aujourd'hui, impossible de le savoir, même sur le site gouvernemental. Donc on va être le premier simulateur où vous dites, voilà mon projet, voilà où je suis, et voilà exactement les aides dont vous pourriez bénéficier. Et ça se passe donc sur quellenergie.fr. J'ai été très heureux de passer cette heure avec vous. Merci. Ici au Salon des entrepreneurs. Merci Aurore Beunier de Mafibac. Merci Yoram Moyal de Buzzcard. On va se reparler prochainement parce que là je crois que visiblement il y a une grosse commande en cours. Merci Antoine Châtelain de quellenergie.fr et merci Ludovic Huro d'Attractive World d'être venu et nous parler un petit peu de votre actualité. Plus d'infos, c'est sur notre site businessclubdefrance.com. Il y aura même les images. Merci de votre fidélité.